Bonsoir et bienvenue sur le plateau de Croco Hebdo, un nouveau rendez-vous avec toute l'actualité du Nîmes Olympique sur l'antenne de TV Sud. À l'issue de cette 10e journée du championnat de France de Ligue 2, marquée malheureusement par la défaite du Nîmes Olympique dans les derniers instants de cette partie disputée sur la pelouse du stade de la Vallée du Cher face à Tours. On va revenir sur cette rencontre en compagnie notamment de notre consultant Olivier Martinez. Bonsoir. Bonsoir Christophe. Olivier qui est tout seul ce soir puisque Patrick Champ malheureusement nous a fait faux bond et on lui fait un prompt rétablissement à Patrick. On souhaite qu'il nous revienne très très vite. Il a eu quelques petits ennuis, rien de grave. Rassurez-vous, on le retrouvera très bientôt au micro de TV Sud. Et puis face à Olivier, nos deux invités, ce sont deux des portiers du Nîmes Olympique. Haïdar Al-Shaibani, bonsoir. Bonsoir Christophe. Merci d'avoir accepté notre invitation, Haïdar. Et puis à vos côtés, on retrouve Cyril Merville. Bonsoir Cyril. Bonsoir. Voilà, merci messieurs d'être avec nous. On va revenir sur les enseignements de ce déplacement en terre tourangelle. Vous l'avez compris, émission dédiée en majorité, en majeure partie du fait de la présence de ces invités aux gardiens de but. Alors je vous propose déjà de rentrer dans un petit peu l'esprit de ce qu'est les séances matinales du côté du domaine et du centre de formation de la Bastille du Nîmes Olympique, avec ces séances organisées autour des coachs, du staff technique du Nîmes Olympique, autour des gardiens de but. On pense notamment également au numéro 3 dans la hiérarchie classique, Mathieu Michel, avec des installations où tous les joueurs, les professionnels, peuvent s'entraîner et avoir des entraînements à la carte spécifiques, notamment pour les gardiens de but. J'imagine, Haïdar, on voit ici à l'écran avec Cyril, que ce domaine de la Bastide et ces terrains spécifiques pour les gardiens apportent beaucoup de confort et de qualité pour votre travail. Oui, c'est normal parce qu'en fait, c'est toujours un gardien a besoin d'un terrain pour entraîner. Et voilà, comme ça, il n'y a pas de problème avec les joueurs parce qu'il n'y a pas de terrain. Moi, je sais, mes premières 2 années, quand on fait l'entraînement à l'annexe, et il y a un terrain, c'est un petit peu chiant, un petit peu beaucoup de monde et le même terrain. Voilà. Avec ça, il y a 6 ou 7 terrains et il y a beaucoup d'espace pour nous faire un bon entraînement et spécifique pour le gardien. Par rapport à tous les clubs que vous avez côtoyés, Cyril, est-ce que aussi vous avez ce ressenti que justement il y a des installations, on va dire, de qualité justement à Nîmes, notamment pour votre poste de gardien? Ouais, c'est sûr qu'il y a tout ce qu'il faut pour bien travailler. Après, ça se met en place petit à petit. Tout n'est pas encore parfait, mais il y a un beau diamant qu'il faut façonner maintenant. Et il y a des petits ajustements à effectuer, mais sinon, c'est vrai que pour la pratique du foot, c'est excellent d'avoir un domaine comme ça où tout le club est réuni, du débutant au pro, quoi. Je pense que pour le club, c'est une bonne chose. On va revenir sur cette rencontre disputée sur la pelouse de Tours avec la composition du 11 de départ aligné par Bernard Blacard, le coach tourangeau, avec le capitaine Leroy dans les buts. Svechlen et Thomas en charnière centrale, Moïmbe de le côté gauche, Tritz au poste de latéral droit, Berenguer jouant devant la défense avec deux milieux récupérateurs, Gamiette et Onyangé, Blaillac à la pointe de l'attaque tourangelle avec sur ses ailes à droite Boukaka ainsi que Guerini. Olivier, un mot sur cette équipe tourangelle dont on rappelle qu'elle était en position de relégation, équipe en difficulté mais qui restait avant la venue de Nîmes sur une belle série de matchs sans défaite. Ouais, déjà félicitations pour avoir bien prononcé le mot. Le joueur Schlen, celui-là on a galéré avec Patrick lors des commentaires. Mais Tours c'est une équipe qui avait besoin de points, ils avaient besoin d'enchaîner. Ils restaient sur une belle victoire avant cette rencontre. Tours l'an dernier c'était une belle équipe aussi. Il faut se méfier de ce genre de formation, mais on savait qu'elle était prenable. On sait que les Nîmois avaient besoin aussi de confirmer leur très très belle victoire face à Guingamp. Voilà, c'était vraiment... c'est dur de se prononcer sur une partie comme ça. Le 11 de départ aligné par Victor Zvenka avec la confiance raccordée quasiment aux joueurs qui avaient triomphé face à l'en avant de Guingamp. Selaïdine Zbaï reconduit dans le couloir gauche ainsi que Moussa Sidibé à droite. Sixième charnière centrale différente depuis le début de la saison avec cette fois-ci le capitaine Benoît Poulain aux côtés
de Pierre Boubi, finalement préféré à Jonathan Parpex. Deux milieux défensifs, Sébastien Piocel et Komlan Ameou. Steve Agui toujours dans le couloir droit avec de l'autre côté Mathieu Robaille. Seydou Koné en pointe et puis juste derrière lui Vincent Granic, le meilleur buteur actuel du côté des Limois. Sixième charnière centrale différente. Cyril, est-ce que c'est un ennui majeur par rapport aux consignes que peut donner un gardien de but de ne pas avoir chaque fois les mêmes référents devant lui? Ouais, c'est sûr que c'est pas évident de changer comme ça de défense. Maintenant, bon, c'est les aléas, des blessures, des suspensions, des choix d'entraîneur. C'est vrai que c'est comme ça. Maintenant, il faut s'adapter, mais c'est vrai que depuis le début de la saison, on n'est pas trop gâté. C'est pour ça que je pense que par moment, on était un peu fébrile aussi défensivement à cause de ça. Bon, ça fait pas tout, mais c'est vrai que dans la communication, dans le relationnel et tout, c'est vrai que c'est quand même plus évident d'évoluer avec une défense qui on va dire, qui évolue toujours de la même façon. C'est quand même assez plus simple. Assez simple, on va dire. Alors cette défense, on va voir comment elle a évolué. Vous allez le voir, elle a été mise en difficulté avec l'expulsion de Moussa Sidibé. Au final, une défaite, pas cher payée pour le Nîmes Olympique. Je vous propose de découvrir le résumé de cette partie. Le Nîmes Olympique a perdu de sa superbe lors de ses déplacements. Revigorés par leur première victoire à domicile de la saison face à Guingamp, les Crocos se sont inclinés vendredi soir sur la pelouse du stade de la Vallée du Cher face à une équipe de Tours qui, en supériorité numérique, a réussi à inscrire un but précieux, synonyme de 3 points et d'une sortie spectaculaire de la zone de relégation. Une victoire inespérée concédée sur une erreur nîmoise, alors que le point du match nul semblait acquis pour les deux équipes. Pendant une heure, se lever, comme on dit, le popotin, commencer à lever le popotin. Et dans les dernières minutes, au lieu de taper n'importe où pour gagner du temps, pour que le ballon il sorte, on veut jouer à la baballe. Donc on se fait contrer, derrière on prend le but. Non mais bon, c'est des gamins. Pour ça, ce soir, j'ai une équipe qui avait plus d'expérience. Mais à chaque fois, il y en a un qui veut se la faire, qui veut se faire son petit truc et tout. On n'arrive pas à rester sérieux pendant 90 minutes ou 95. Il y en a toujours un qui va faire un truc qu'il ne faut pas faire. Un sentiment de colère similaire à celui qui avait suivi la défaite face à Istres, où une autre erreur de gestion de ballon avait été fatale aux Nîmois. C'est ainsi qu'à la 91e minute de la partie, Bergogneau décochait un tir puissant dans la lucarne de Cyril Merville à la suite d'une remise bien inspirée de Blaillac. Une victoire propre à rassurer le coach tourangeau à l'issue de la 10e journée. On savait que ça serait difficile, mais ça l'a été. Voilà. Quand on marque comme ça, à 10e, c'est un soulagement parce qu'on a dominé cette partie, en tout cas la première demi-heure, on s'est créé quelques occasions de but, il y a une expulsion sur notre jeu, quoi. Je veux dire, c'est pas une expulsion, un mauvais geste à un endroit du terrain, je veux dire, c'est nous qui la provoquons un petit peu. On aurait dû rentrer à la mi-temps avec au moins un but d'avance, ça n'a pas été le cas, et puis il ne faut pas s'affoler dans ces cas-là. Il faut être à la fois patient et puis à la fois avoir envie de faire des différences, donc c'est pas toujours bien facile contre une équipe qui a joué très très regroupée, beaucoup plus bas. Il a fallu attendre le dernier quart d'heure pour se créer de nouveau quelques occasions de but. Une partie au cours de laquelle les hommes de Victor Svenka n'ont pourtant pas ménagé leurs efforts, notamment d'un point de vue défensif. Associé à Benoît Poulain en charnière, Pierre Boubi a finalement effectué son retour dans un 11 de départ qui allait très rapidement être modifié. En effet, dès la 21e minute de jeu, un ballon mal négocié par la défense nîmoise allait placer le buteur Blaillac sur d'excellents rails, forçant Moussa Sidibé à une intervention fatale en qualité de dernier défenseur. Carton rouge immédiat, sorti par Stéphane Jochem, et première expulsion de la saison pour un joueur nîmois. Face à ce fait de jeu, Victor Svenka était contraint de modifier sa tactique, faisant sortir Steve Agui afin que Jonathan Parpex prenne la place de Sidibé en tant que latéral droit. Bien regroupés en défense, les footballeurs gardois allaient faire le dos rond et serrer les rangs afin de contrer les velléités offensives des Tourangeaux. À l'heure de jeu, Blaillac forçait Merville à intervenir au pied, alors que 18 minutes plus tard, c'est une frappe de Béranguet qui allait taper la transversale nîmoise. Pas en reste, les Crocos allaient même montrer les crocs à un quart d'heure de la fin de la seconde période, notamment sur un tir fort inspiré de 25 mètres de Jonathan Parpex, forçant le capitaine Leroy à détourner le ballon en corner.
Autant de regrets en regardant le tableau d'affichage, alors que le Nîmes Olympique figure désormais à la 19e place, à égalité de points avec le Gazélec, Laval et Clermont. Une situation comptable propre à agacer le coach des Crocos. Si tu fais match nul, il reste derrière, là il nous passe devant. Donc ça aussi, il faut y compter ça. Alors c'est vrai que le joueur, il ne pense pas à tout ça. Et, oui, moi je suis l'entraîneur, moi j'y pense pour eux. Moi. Avant d'accueillir une ambitieuse équipe mancelle le 19 octobre au Costières, le Nîmes Olympique profitera de la trêve internationale pour aller défier l'équipe de hier, pensionnaire de CFA, en match amical ce vendredi. L'occasion pour Victor Zvenka de resserrer les boulons au sein de son groupe et réaffirmer quelques messages qui ont décidément du mal à passer. Et la colère de Victor Zvenka à l'issue de cette partie, alors que le match nul semblait acquis pour le Nîmes Olympique. On l'a dit dans ce reportage, l'un des faits de jeu a été l'expulsion de Moussa Sidibé après 20 minutes de jeu en première période. Un fait de jeu sur lequel vous étiez revenu, Olivier, notamment hier dans les commentaires du match qu'on retrouve. Vous rappelez-vous que le rendez-vous avec le match du Nîmes Olympique, c'est tous les lundis à partir de 19h45 sur antenne de TV Sud. On va voir les images, cette loupe sur l'expulsion de Moussa Sidibé. Pour dire, Olivier, peut-être atténuer un petit peu la décision arbitrale. En effet, il y a faute, mais est-ce que ça valait un carton rouge? Moi, sur le direct, ma première impression est toujours la bonne. Pour moi, il est loin encore. Il y a Benoît Poulain qui est sur la même ligne que Blaillac. Je ne pense pas qu'il puisse mettre le rouge. Le jaune aurait été largement suffisant. Après, je ne suis peut-être pas objectif. Peut-être demander qu'est-ce qu'en pensent Edard et Cyril, mais pour ma part, c'est vraiment très sévère, surtout qu'on est à la 20e minute. Est-ce que pour vous, messieurs, vous pensiez que le rouge, de là où vous êtes, Cyril, est-ce que vous pensez que le rouge est inévitable? Le rouge, c'est vrai que c'est dur. Après, il a appliqué la règle. Voilà, c'était un jeune arbitre, je crois en plus qu'il était supervisé. Donc voilà, il n'a pas fait de détails. Il a suivi le règlement à la lettre. C'est vrai qu'au bout de 20 minutes, c'est vrai que ça fait un peu. C'est un peu gros, mais bon, après, il aurait pu très bien ne pas le mettre, mais bon, il a décidé de le mettre et c'est dommage pour nous. Et puis alors, Moussa Sidibé, on va quand même le rappeler, n'est quand même pas coutumier du fait en termes d'expulsion. Le dernier carton rouge, Olivier, de Moussa Sidibé remonte à une funeste date pour le Nîmes Olympique, en tout cas un mauvais souvenir. C'était le 18 août 2009, il y a 3 ans, lors d'un déplacement à Bastia. Défaite 6-1 pour le Nîmes Olympique, où les cartons rouges avaient plu d'ailleurs de part et d'autre, à la 51e minute pour Moussa Sidibé, avec, selon le rapport de M. Castro, une faute grossière de Moussa Sidibé. Donc voilà, ça faisait 3 ans que Moussa n'avait pas eu de carton rouge. On espère que la commission de discipline sera peut-être plus clémente, Olivier. Après, à sa décharge aussi, il y a quand même un duel, on se gêne, c'est là où les automatismes sont importants. Il y a un duel où je crois que c'est Pierre Boubi et Benoît Poulain se gênent, se percutent. Du coup, la profondeur n'est pas gérée, c'est Sidibé qui vient couvrir. Mais après, il est malheureux. Voilà, il faut aussi rappeler que pendant les 20 premières minutes, on a eu beaucoup de ballons dans le dos de la défense qui ont dû être négociés par justement notre défense centrale. Et on avait un souci à régler là-dessus. Et malheureusement, un de ces ballons, on va dire anodin, mais de profondeur, a gêné l'équipe nîmoise et a occasionné cette expulsion. Quoi. On va revenir sur les temps forts de cette partie avec pas mal d'actions de part et d'autre. Victor Zvenka qui soulignait le fait que le Nîmes Olympique, avant l'expulsion, s'était créé des occasions dans le cadre de ce premier quart d'heure, ce qui contraste bien évidemment avec les déclarations de Bernard Blacard, vous le verrez en après-match, qui disait que son équipe avait fait le jeu. Il faut un petit peu contraster, peut-être que la vérité est entre les deux, mais c'est vrai qu'il y avait des occasions, alors pas forcément cadrées. Le premier quart d'heure était vraiment clairement pour Tours. Et ensuite, dès l'expulsion, ils ont pu jouer. Bizarrement, ils ont pu jouer. Donc, ils ont pu jouer ou ils ont déjoué? Je sais pas, ils avaient peur. Peur d'être contrés parce que les Nîmois, justement, opéraient très très bien contre. Comment vous l'avez ressenti cette partie, Edard, depuis le banc? Quelle impression vous a fait cette équipe de Tours? C'est un peu difficile pour dire parce qu'on jouait 70 minutes avec 10 joueurs, c'est pas évident. C'est peut-être on va avoir un match différent, c'est le 11 contre 11. Mais après, je pense que notre équipe, c'est nous qui jouons très bien défenseur. On joue très bon, nos défenseurs très bons, très bien. Et voilà, on met une ligne 4 et 4 et reste 2 devant. Voilà. Seb et Amio, voilà, elle fait le boulot et la défense elle fait le boulot. Après voilà, ça va arriver la fin de match comme ça.
manque de concentration de la fin de match. Voilà. Et on perd un match comme ça, c'est un petit peu difficile de perdre un match comme ça. Et Cyril, c'est toujours un petit peu dans ce genre de profil de partie où on se retrouve en infériorité numérique assez rapidement qu'on se rend compte qu'une défense et qu'un groupe peut faire preuve d'une grande solidarité, justement d'un point de vue défensif. Ouais, au niveau de la solidarité et de la volonté, je trouve qu'on était resté sur le même tempo que le match de Guingamp. Ça, c'est des choses qui sont très importantes pour la suite de la saison parce que je pense qu'on en aura grandement besoin. Et voilà, je trouve que même le match de Istres où on avait perdu 2-0, je trouvais que c'était pas trop mal. Et là, sur ce match-là, ça a continué, donc ça c'est bien, il faut le garder. Maintenant, après, bon, il y a toujours des petites erreurs à rectifier, à gommer. Et plus tôt on le fera, mieux ça sera pour nous. Voilà, donc on voit ici le fameux but de Bergogneau et l'abattement total du côté nîmois après tous les efforts déployés. On va revoir à la loupe ce but avec une interrogation, Olivier, concernant éventuellement la faute qu'il y aurait au départ de l'action. Moi, sur les conditions du direct, j'avais vu une faute, mais bon, après c'est peut-être... voilà, c'était là sur le duel aérien, là, juste avant la frappe. Il me semblait qu'il y a une poussette, mais c'est pas forcément évident. Il faudrait vraiment un bon ralenti pour être sûr. Ouais, on voit qu'il est complètement déséquilibré. Voilà, je sais pas si c'est volontaire. Mais... En tout cas, c'est vrai que la frappe de Bergogneau est assez Après, exceptionnelle. il n'y a rien à dire. Bon, ce qui est dommage, c'est qu'il la met à la 90e, on ne peut pas réagir. Il la met à la 70e, 80e, on peut faire quelque chose, mais là, c'est fini. C'est un but assassin. Regardez, bel équilibre. Bam. Voilà. Et rien à dire. Le but qui scelle la victoire des Tourangeaux après vient 90 minutes âprement disputées, donc 70. C'est des moments qui sont particulièrement durs à gérer, ça, Cyril. Quand on sait qu'on a tenu tout ce temps et qu'on est obligé de céder sur une frappe pareille. Ouais, c'est assez frustrant, on va dire. C'est tant d'ébauche d'énergie. C'est vrai que le match nul serait venu nous donner ce point je pense qu'on a quand même mérité parce qu'on a, comme je vous ai dit tout à l'heure, on a quand même fait preuve de beaucoup de rigueur, beaucoup de solidarité. Et je pense que ça aurait été bien pour continuer essayer de mettre en place une petite série qui est un peu à l'image de Tours, qu'ils sont en train de faire depuis 4 matchs. Je pense que ça nous aurait fait du bien aussi au moral. On va revenir en tout cas sur les enseignements de cette partie avec les réactions des deux coachs, que ce soit Bernard Blacard, entraîneur heureux du Tours FC, ou de Victor Zvenka, coach en colère des Crocos nîmois. Tout cela après une courte page de publicité. Et de retour sur le plateau de Croco Hebdo, la seconde partie de cette émission en présence de nos invités gardiens de but du Nîmes Olympique, Haidar Al-Shaibani et Cyril Merville. Face à notre consultant ce soir, Olivier Martinez, on revient sur les réactions de cette défaite du Nîmes Olympique vendredi soir sur la pelouse du stade de la Vallée du Cher face au Tours FC avec justement le coach de l'équipe tourangelle. Je vous propose d'écouter Bernard Blacard. On savait que ça serait difficile, ça l'a été. Voilà. Et quand on marque comme ça à la 80, je sais pas, 10e. 12. C'est un soulagement parce qu'on a dominé cette partie, en tout cas la première demi-heure, on s'est créé quelques occasions de but. Il y a une expulsion sur notre jeu, quoi. Je veux dire, c'est pas une expulsion, un mauvais geste à un endroit du terrain. Je veux dire, c'est nous qui la provoquons un petit peu. On aurait dû rentrer à la mi-temps avec au moins un but d'avance, ça n'a pas été le cas. Et puis il ne faut pas s'affoler dans ces cas-là. Il faut être à la fois patient et puis à la fois avoir envie de faire des différences. Donc c'est pas toujours bien facile contre une équipe qui a joué très très regroupée, beaucoup plus bas. Il a fallu attendre le dernier quart d'heure pour se créer de nouveau quelques occasions de but. Très mesuré, avec un ton de voix plutôt bas. Attention, on va aller aux antipodes avec la réaction de Victor Zvenka. Naturellement, ils ont mis un système qui nous a obligés à reculer encore plus, parce que bon, ils ont joué avec un attaquant et un 10 derrière, les milieux qui plongeaient aussi encore, bon, dans l'axe.
Donc c'est vrai que ça faisait du monde. Mais bon, pas dire qu'on était en grosse difficulté. Bon, d'accord, c'est vrai, il y a eu un ballon où on a été se jeter, qu'on a contré. Je trouve que ça, c'est logique, mais ça fait partie du jeu. Hein. C'est de souffrir un peu dans un match à 10 contre 11, c'est un peu logique aussi. Mais ce but-là, tu n'as pas le droit de le prendre. Parce que le ballon, il doit atterrir aux 6 mètres de l'autre côté, et puis c'est le roi qui doit dégager. Le ballon, il doit parvenir dans le milieu de terrain, et puis on met le ballon tranquille dans nos 18 mètres avec le duel aérien, et derrière tu prends le but. Il y a 60 mètres à remonter le ballon, c'est ça qu'ils n'arrivent pas à comprendre, on dirait. Ils ont du mal à comprendre toutes ces choses-là, c'est pas possible. Et pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, il y a aussi un peu tout ce qu'il faut de réflexion, d'intelligence de jeu, de savoir aussi gagner du temps, protéger le ballon, ça fait partie aussi un peu du vécu d'un joueur. Bon, lui, il a l'expérience en plus de jouer avec le Togo, il est en équipe nationale, il a plus d'expérience que les autres, donc bon, je suis encore plus rigoureux avec lui, c'est tout. Un gars qui débute, qui est jeune, bon, il fait des erreurs, ça fait partie du jeu. Bon, là, c'est vrai qu'il vient de me faire 10 matchs. Ça a été sûrement un de mes meilleurs éléments depuis 10 matchs. Et ce soir, il n'a pas fait un mauvais match, rien du tout, mais je lui reproche, à un moment donné, de ne pas jouer comme un gars qui est mort de faim, qui a le couteau entre les dents et qu'à tout moyen, ils ne marqueront pas un but et qu'on va faire 0-0. On va prendre un point, c'est ça le plus sérieux. Aujourd'hui, on se retrouve le dos au mur avec un prochain match qui va de nouveau nous mettre en difficulté. Alors oui, c'est du passé, allez, on va regarder, on verra bien. Non, il faut savoir ce que l'on veut. Moi, aujourd'hui, je ne suis pas content. En effet, le mécontentement de Victor Svenka, notamment avec ses propos à l'égard du milieu défensif togolais comme Lanameou, qui a été, c'est vrai, l'une des pièces majeures des 10 premiers matchs, mais pour lequel, en tout cas sur cette balle, eh bien, Victor Svenka a été fort mécontent. Olivier, c'est vrai que les erreurs peuvent arriver à n'importe quel moment, surtout après 90 minutes d'effort. Hein. Ouais, bon, après, je vois ce qu'il veut dire, mais après, on ne peut pas forcément parler d'erreur d'Améou. Il faut rappeler que Koné venait de sortir, donc plus d'attaquant devant. Je pense qu'Améou, voilà, il a tiré, voilà, il aurait mis devant s'il a vu quelqu'un, il voit qu'il n'y a personne, et il ne veut pas la balancer pour ne pas la reperdre aussitôt, parce que toute sa vie, on lui a appris sûrement à ne pas balancer un ballon. Et alors que le coach aurait aimé qu'il balance à ce moment-là, bon, il n'a pas fait, il a rejoué derrière. Derrière, on perd encore un ballon. Il y a quand même 2-3 duels qui se jouent avant. C'est pas non plus mettre la faute que sur Améou, c'est un peu sévère, même s'il est exigeant avec lui, et je peux le comprendre. Après, bon, que faire de plus, hein. C'est vrai qu'on aurait été à 11, voilà, on en revient à la même chose. On aurait été à 11, on aurait peut-être eu quelqu'un devant et on aurait joué le ballon différemment. Voilà, on peut refaire 100 fois le match. Après, le but, il est magnifique, qu'est-ce que vous voulez dire ? Il met un but extraordinaire à la 90e. Mais voilà. Manque de réussite. C'est la dure loi du foot. On va vous proposer une dernière loupe sur cette rencontre avec un focus sur votre prestation. Cyril, les ballons chauds que vous avez eu à gérer au cours de ce début de soirée, puisque le match était à 18h45. Horaire qui, vous le savez, divise particulièrement les opinions sur la planète foot et plus précisément sur la planète Ligue 2. Comment vous l'avez ressenti cette partie d'un point de vue personnel, justement, sur les premiers ballons que l'on sait toujours plus difficiles à négocier ? J'ai senti que ça allait être une soirée où j'allais avoir pas mal de boulot. Je sais pas, il y a des matchs comme ça. Bon, après, c'était bien parce que je me sentais bien en jambes. Donc voilà, c'est des matchs aussi plaisants à jouer. On sait qu'on va être sollicité. C'est des matchs différents. Mais bon, voilà, c'est dommage, encore une fois, on va le répéter, mais d'avoir craqué aussi près du coup de sifflet final. Voilà, être très attentif sur tous les ballons qui peuvent venir sur les dégagements. On a vu pas mal de balles aériennes, pas mal de précision aussi et de cohésion entre les dégagements du gardien Leroy et le bloc Tourangeau. On a vu que les ballons arrivaient plutôt dans les pieds des milieux et des joueurs de pointe de cette équipe tourangelle. Donc il fallait bien anticiper et assurer toutes les relances au pied. On voit ici encore une fois une intervention difficile dans le paquet. Il fallait pas hésiter à aller au contact et s'affirmer dans sa surface. Hein. Ouais, il y a eu pas mal de ballons aériens et sur ce match-là, je pense que ça s'est plutôt bien passé pour moi. Donc voilà, c'est des choses qu'on travaille aussi au quotidien, qu'on travaille souvent aux entraînements. Donc voilà, c'est des bonnes choses, des réflexes, des jeux, voilà, des arrêts du pied, c'est des choses aussi qu'on travaille. Donc ça fait aussi plaisir entre guillemets, de ne pas travailler pour rien, enfin de retrouver des matchs, des gestes qu'on fait aux entraînements, qu'on les retrouve en match. Donc c'est bien, c'est une bonne chose. Est-ce que par rapport à la saison dernière et avec cette expérience nationale, il y a plus de sérénité cette saison dans votre jeu ? C'est vrai que le national, j'ai eu
pas mal. Enfin, j'ai mis beaucoup de temps à m'y adapter, on va dire. Et là, je sais pas, j'ai la sensation entre guillemets, d'être à mon niveau. Et comment l'expliquer, je sais pas, mais bon, je me sens beaucoup mieux. Je me sens plus détendu, je me sens mieux et je pense que ça se voit sur le terrain. Et les supporters avaient pu le noter, je crois, notamment de la soirée contre le Gazélec. Vous aviez sorti plusieurs ballons chauds. La note aurait pu être beaucoup plus salée devant le club ajaxien. On va récapituler les résultats de cette 10e journée de Ligue 2 avec la défaite à domicile de l'ACR L'Avignon devant Clermont-Ferrand. 2-0. Régis Brouard qui est venu chercher une victoire précieuse. Victoire du Gazélec 3-1 qui a plumé les Canaries nantais sur la pelouse d'Ange Casanova. Un partout entre Guingamp et le Stade Lavallois. Istres a été lourdement défait à domicile 4-0 par le Stade Malherbe de Caen. Je ne sais pas si le tableau va arriver, mais en tout cas, on va rappeler les scores. Le Havre s'impose 2-1. C'est le classement. 2-1 face à Auxerre. Le Mans l'emporte également 1-0 devant Sedan. Victoire également 1-0 pour Lens devant Niort et de Tours donc devant le Nîmes Olympique. Voilà le bon tableau. Dijon samedi a été tenu en échec 0 partout par Angers. Et enfin hier soir, l'AS Monaco a également été tenu en échec par la Berrichonne de Châteauroux. Après avoir mangé la feuille de match, on peut le dire, au vu des occasions que sont créées les joueurs du Rocher. Au niveau du classement, l'AS Monaco est justement première ex aequo à 19 points avec le SCO d'Angers, du fait d'une meilleure différence de but, plus 12 pour les hommes de Claudio Ranieri et plus 7 pour le club angevin. Istres est toujours troisième malgré son lourd revers à domicile devant Caen. Caen qui est quatrième avec 17 points, égalité de points avec Dijon. Nantes occupe le 6e rang avec 16 points, 14 points pour Le Mans. Un groupe étoile 13 points, 8e Châteauroux, Guingamp, Le Havre, Auxerre et Arles-Avignon. 13e place occupée par Tours avec 12 points. À 11 points, on retrouve Niort et Lens. La 16e place est occupée ex aequo avec 10 points par le Gazélec, Laval, Clermont Foot, le Nîmes Olympique. Enfin, Sedan ferme la marche avec 6 points. La présentation de la 11e journée, ce ne sera pas le week-end prochain du fait de la trêve internationale. Les joueurs de Victor Svenka vont bien affronter le club de hier, vendredi à partir de 18h30 dans le cadre d'une rencontre amicale. Ce sera une réception le 19 octobre prochain pour le Nîmes Olympique du Mans. Les matchs du vendredi, Angers-Monaco, ce sera le choc des leaders. Caen-Guingamp, Châteauroux-Ajaccio, Clermont-Istres, Laval-Tours, Nîmes-Le Mans, Niort-Le Havre, Sedan-Arles, Auxerre-Lens et enfin Nantes-Dijon pour le dernier match de cette 11e journée. Trêve internationale, il y a une petite question, Eda. Trêve internationale, ce week-end, il y a le Canada qui va affronter Cuba et le Honduras. Le Honduras qui est plutôt bien placé pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. Vous êtes toujours attentif aux résultats de la sélection? Oui, toujours. Je pense que le dernier match, quand on jouait contre Cuba, on perdait 1-0. Ou 2-0, je pense, à Cuba. Et maintenant, on va jouer à domicile. J'espère qu'on va gagner parce que c'est un match très important en apport pour le classement. On sommes 3e maintenant, égalisé avec le 12e. Et je pense que avec le Honduras, oui. Voilà. Et je pense que si nous gagnons ce match et le prochain match contre Honduras, c'est c'est une étape quand on va aller à la prochaine étape. C'est la 3e tour qualification pour la Coupe du Monde et c'est très important. Et voilà. Et j'espère qu'on va gagner ce match. On le souhaite en tout cas pour cette équipe du Canada qui pour l'instant totalise 2 victoires, 1 nul et 1 défaite. Allez, on va repartir en image avec ces séances d'entraînement pour les gardiens de but du Nîmes Olympique, des séances que nous suivons notamment dans le cadre des avant-matchs. Vous le savez, c'est le rendez-vous du jeudi soir sur TV Sud, magazine toute image avant le match, la rencontre du vendredi. Alors ce sont des images que j'avais réalisées il y a quelques semaines de cela du côté de la Bastide avec un petit peu la partie coulisses et ces entraînements, Olivier, que l'on voit ici, dirigés par Sébastien Jiménez, l'entraîneur de gardien, dont on rappelle d'ailleurs qu'il a récemment acquis tous ses diplômes, la réussite pour l'ancien gardien de but des Crocos qui désormais vous entraîne, messieurs, Cyril Hédard, ainsi que Mathieu Michel, avec ici un exercice spécifique de tir depuis le poteau. C'est une belle évolution, Olivier, que de voir Sébastien aujourd'hui officier et d'avoir pris la place de Jean-Marc Sly. Oui, tout à fait, il aura évolué. Il aura été dans tous les postes, on va dire, de sportif du club. Et voilà, il a réussi son petit bonhomme de chemin.
Ensuite, on s'aperçoit qu'il est très très important quand même, quand on est entraîneur des gardiens, de ne pas avoir le pied en croissant, parce que si vous mettez des exercices en place et que vous lui mettez des saucissons à droite à gauche, le gardien il a beau être bon, il ne s'entraîne pas des masses. Donc au-delà d'être un bon gardien, il faut être aussi quand même très adroit avec ses pieds. Allez, avec un autre focus, tiens, c'est un travail fait avec le fameux ballon qui est un outil très utile pour les sportifs, c'est le fameux medicine ball. Alors là, on va avoir un exercice particulier où les deux gardiens sont sollicités sur un jeu de passe et doivent ensuite tenter d'arrêter une frappe qui est décochée par l'entraîneur Sébastien Jiménez, vous allez le voir. On part avec un travail du gardien sur le côté qui va au coup, en tout cas au signal donné par celui qui tire, va donc donner la balle. On voit ici avec Edard qui va faire la passe de la main à Cyril Merville et qui doit enchaîner derrière avec une tentative d'arrêt sur le tir qui est décoché. Quels sont les réflexes qui sont plus précisément sollicités, Cyril, sur ce genre d'exercice? Bah là déjà il y a la finalité avec la frappe, mais il y a aussi un petit travail musculaire avec le medicine ball où on sollicite un peu tout ce qui est la musculation du bas du corps. Donc voilà, c'est une chose. Et puis là, sur cet exercice en question, on travaillait le contre-pied. Donc voilà, c'est une mise en scène, je ne vais pas dire inventée par Seb, parce qu'il a dû la prendre quelque part. Mais voilà, c'est un exercice qui nous permet, voilà, on voit sur des centres, quand on est pris à défaut, de revenir sur nos pas. Et le medicine ball, c'est un petit plus pour, je pense, solliciter tout ce qui est musculation du bas du corps. On voit ici donc Gros travail d'appui. Oui, voilà, travail d'appui. Voilà, exactement. Gros travail d'appui au niveau on voit les membres inférieurs, là, il y a beaucoup sollicité. Ça arrive, ça peut être un centre en retrait. On peut l'imaginer comme ça, un centre en retrait en match. Voilà, on est pris sur le centre, il faut revenir sur de où vient le ballon. Donc voilà, c'est un exercice typique. On va dire. Exercice typique avec toujours les recommandations et les consignes données par l'entraîneur des gardiens à l'issue d'une série de tirs. Là, on va changer de côté, on se met plutôt sur le poteau gauche. Alors, on a mis la caméra au ras des filets pour vous faire vivre vraiment ce que peut voir et ressentir le gardien lorsqu'il est amené à faire l'effort et lorsque le tir vient raser le poteau gauche. Et on voit notamment l'importance du tir et le fait que ces balles soient cadrées. Dernier type de travail que nous avons observé lors de ces séances du jeudi matin et d'avant-match, ce sont les coups francs qui sont travaillés généralement en fin de séance. On va le voir immédiatement avec un petit groupe étau de joueurs de champ qui travaillent. Alors ici, c'était sous la direction du coach, de Victor Svenka, et on vous voit Edard en train d'officier. Et alors, j'ai quand même pu remarquer qu'il y a quand même un petit peu de la concurrence et que parfois entre joueurs vous vous chambrez, notamment avec Komlan Awewu, dont on sait qu'il a de grosses frappes. Vous n'hésitez pas à le solliciter et lui-même. J'ai entendu la dernière fois, il dit c'est bon, tu as fait un bel arrêt, mais relève-toi maintenant. Enfin, Oui, pour mon part, c'est juste pour encourager le mec pour frapper bien, voilà, pour donner un peu de compétition, c'est ça. Parce que ça, si nous prenons ça de l'entraînement, c'est comme un match. Hein. Si fait un peu de compétition et tu fais comme ça, tu frappes comme ça pour le match, tu peux marquer un but. Et voilà, c'est juste un petit geste pour bien, voilà, pour amuser un petit peu, comment dire, avant le grand match. Vous aimez cette spécificité justement des coups de pied arrêtés? Pour l'entraînement, oui. C'est pas mal, mais c'est un peu, c'est un petit peu dur. Avec de temps en temps, avec le terrain, c'est un peu dur. Voilà, c'est un petit peu dur, mais ça va, ça va. Alors là, on est sur deux séances différentes. Là, on est sur un milieu de séance, alors que le début, les premières images étaient sur une fin de séance d'entraînement. On essaie de varier les plaisirs. C'est vrai qu'il n'y a pas une séance qui ressemble à une autre, mais c'est quand même plaisant de voir un petit peu comment les groupes travaillent et essaient de cadrer. Ce n'est pas toujours évident. Et on voit ici cet arrêt en deux temps vous concernant. Voilà, on parlait de Komlan Awewu, revenir sur le temps de jeu de l'effectif du Nîmes Olympique. Komlan Awewu, l'international togolais qui est premier avec ses 900 minutes, ses 10 matchs joués. Devant vous, Cyril. Pierre Boubillier, troisième avec 810 minutes également. 787 pour Jonathan Parpex et 780 pour
Mathieu Robaille. Ce sont les 5 recos les plus employés depuis le début de la saison en championnat par Victor Zvenka. Du côté du classement des buteurs, c'est toujours Vincent Granic qui est premier avec 3 réalisations victorieuses et qui devance Nicolas Bénézé, Sédou Koné, Mathieu Robaille, buteur contre Guingamp et Romain Thibault. Et enfin, du côté des passeurs, Steve Agui, Maurice Alaola, Ogunbi, Jonathan Parpex, Mathieu Robaille et Romain Thibault. Pour les passeurs, une passe décisive pour ces 5 joueurs du Nîmes Olympique. Voilà. On est arrivé au bout de cette émission. Merci messieurs d'avoir été avec nous. On vous souhaite un bon match de préparation. Vendredi à 18h30 sur la pelouse de hier, match amical du Nîmes Olympique avant le grand rendez-vous de la 11e journée devant l'équipe du Mans. Merci Olivier d'avoir été avec nous. Merci à vous. Rendez-vous est pris la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Croco Hebdo, sans oublier le match du lundi à 19h45. Et allez Nîmes. Allez Nîmes, au revoir.